Chers amis, bonsoir à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre cours sur une introduction à la construction de l'identité. Ce soir, j'ai invité Antoine à venir présenter avec moi. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, Antoine et moi, nous avons préparé ensemble ces deux cours sur la construction de l'identité. Et vous allez voir ce soir pourquoi c'était vraiment nécessaire qu'on ait Antoine en particulier pour présenter ce que nous allons voir ce soir, une approche sur le travail de Stefan Wolinski. Ça fait quelques temps, Antoine et moi, qu'on se rencontre, qu'on discute. À la base, il était venu voir les cours d'hypnologie qu'on avait démarré sur le cycle de l'année dernière. Et puis, il est venu rencontrer notre équipe pour proposer quelques points de vue, regarder si on les avait étudiés ou pas. Et quand on a découvert ce travail qu'il maîtrise, on s'est dit qu'il y avait vraiment des choses passionnantes à prendre. Et à nouveau, je te remercie beaucoup pour cette collaboration qui est une source qui est pour nous très propice pour toutes les perspectives que ça ouvre. Et d'autre part, c'est toujours aussi agréable de travailler avec toi. Je suis bien content que tu aies accepté l'invitation de venir présenter avec nous. Pour préciser, Antoine n'est pas praticien en hypnose. Il ne pratique pas, il n'a pas de métier d'accompagnant. Et justement, c'est une bonne chose parce qu'il s'est intéressé à un ensemble de points de vue qui recoupent notre métier. Et n'en ayant pas une application pratique directe, eh bien, ça permet un regard qui est assez différent du nôtre, nous tous qui sommes praticiens. En particulier, Antoine a étudié la tradition de l'énéagramme et il s'est spécialisé depuis quelque temps dans une étude extensive du travail de Wolinski. Tu m'avais dit, le point de départ de tout ça, c'était une réflexion personnelle, parce que tu avais commencé à voir à l'intérieur de toi qu'il y avait des automatismes récurrents, des choses qui se répétaient sans cesse, et aussi chez les autres, des automatismes récurrents qui se répètent sans cesse, mais pas les mêmes. Et ce qui avait ouvert l'idée d'une quête intellectuelle de se dire, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans un esprit humain pour qu'il y ait comme ça des patterns répétitifs qui se déploient, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça fonctionne, et ça t'a amené sur le travail de Wolinski. Et tu m'avais dit aussi, évidemment je lis mes quelques notes pour te présenter, tu m'avais dit aussi, le but, l'intention, c'était de pouvoir mieux te comprendre toi-même et mieux comprendre les autres pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'échange entre les individus. Ouais. Et vous voyez, c'est une intention racine qui est un peu différente de la vocation de l'accompagnement ou de la vocation du thérapeute, qui va peut-être avoir cet attrait intellectuel comme point de départ pour avoir envie de comprendre ce qui se passe avec soi-même et avec autrui. Mais souvent, chez les accompagnants et chez les thérapeutes, il y a aussi une envie d'aider les autres à se soulager de leurs difficultés ou d'aider les autres à changer. Et toi, tu n'as pas trop envie d'aller vers ça? En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que la motivation à la base, c'était vraiment de comprendre moi comment il y avait certaines choses qui m'amenaient à répéter certaines situations en me disant il y a quand même un truc qui doit se jouer. Et puis de voir qu'en effet, comme tu le disais, chez d'autres, en fait, il se passait autre chose, mais on voyait bien qu'il y avait aussi une répétition. Donc de voir aussi qu'on a par moment, en fait, chacun vit dans quelque chose qui, des fois, a du mal à se comprendre. Et donc de me dire, mais là, j'ai l'impression que j'ai du mal soit à me faire comprendre ou l'inverse. J'ai du mal à comprendre ce qu'on est en train de m'expliquer. Et en fait, du coup, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on vit avec des fois des réalités qui semblent un peu pas tout à fait identiques, voire des fois assez éloignées. Et c'est un ensemble de thèmes qui va être le fil conducteur pour ce qu'on va regarder ce soir. On pourrait dire relation à moi-même, relation à l'autre, comment fonctionne l'autre, comment je pense que l'autre me perçoit et qu'est-ce qui se passe dans l'échange entre moi, le sujet, et ces objets humains vivants que je perçois autour de moi. Donc pour démarrer, tout d'abord le plan de notre cours. On a prévu un petit propos pour vous montrer qui est Stefan Wolinski, d'où il vient, où il va, ça on ne sait pas trop. On va faire ça assez brièvement. Dans un deuxième temps, on va vous montrer la psychodynamique de Wolinski. Il ne la présente pas comme nous allons la présenter, c'est notre recherche et notre exploration de son travail qui nous permet de montrer les différentes maps que nous allons vous montrer tout à l'heure. Dans un troisième temps, on regardera quelles sont les applications qu'on peut faire de cette grille de lecture particulière qu'est le travail de Wolinski et quelles sont les perspectives que ça peut ouvrir tant dans l'application au niveau de la pratique de praticien en accompagnement, mais aussi dans la réflexion et dans la recherche que nous faisons ici en hypnologie. Vous êtes prêts? Oui. Alors, dans un premier temps, quelques repères sur Wolinski. Wolinski est né en 1950. En 1974, il est diplômé, il commence sa pratique clinique.
Et il est spécialisé sur les thérapies gestaltistes, qui sont assez récentes à ce moment-là, et les thérapies reichiennes. Dans ces années-là, autour de 1975, il pratique la thérapie reichienne et gestaltiste et il va commencer à s'intéresser à tout un ensemble de sujets, notamment l'hypnose, la psychosynthèse, le psychodrame et l'analyse transactionnelle. En 1977, il part vivre en Inde, il arrête sa pratique. Et pendant 5 ans, en Inde, il va étudier la méditation et l'Advaita Vedanta qu'il va pratiquer de manière quotidienne. 1982, il rentre aux États-Unis, il reprend sa pratique clinique et il va enseigner l'hypnothérapie et la thérapie familiale. Au début des années 90, il commence à écrire. Il va écrire de nombreux ouvrages sur ses propres sujets de recherche que nous allons vous présenter ce soir. Il va donner tout un ensemble de workshops aux États-Unis, en Europe. Et puis, vers le début des années 2000, il commence à donner de moins en moins de workshops. Il commence à ne plus trop écrire sur tout ce qui est des thèmes de psychodynamique, on pourrait même dire des thèmes d'hypnologie à ce stade-là. Et il va commencer plutôt à se spécialiser sur l'Advaita Vedanta dans ses écrits d'une part, et à commencer à diriger des retraites de temps court pour les gens qui veulent venir étudier avec lui. On a donc choisi de vous présenter un travail qui est hérité de sa bibliographie dans les années 90. Parce que ses points de vue sur l'Advaita Vedanta qu'il écrit aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas vraiment notre sujet d'étude, en tout cas pas ce soir. Donc on vous recommande les quelques livres qui sont ici, notamment Trances People Live. Le deuxième est assez intéressant, rien que dans son nom, The Dark Side of Inner Child, que en français, ses traducteurs ont traduit par ni ange ni démon. Ça lisse un petit peu le propos, qui est plus rigolo en anglais. Et notamment en 2000, alors, il y a d'autres ouvrages que je vous ai mis ici sur cette présentation, et en 2000, The Beginner's Guide to Quantum Psychology, pendant un temps, il avait choisi d'appeler son point de vue Quantum Psychology. Je crois qu'il a labellisé cette appellation. Alors, quelles sont les influences de Wolinski? Tout d'abord, une forte, très forte influence de l'hypnose ericksonienne. Wolinski a étudié avec Milton Erickson. Son tout premier livre, sur les premières pages de son premier livre, on voit écrit en gros « dédié à la mémoire de Milton Erickson ». Mais il a aussi étudié avec la petite communauté de gens qui sont allés étudier eux-mêmes auprès de Erickson. Donc on peut nommer Milo Hanlon, Ernest Rossi, Stephen Gilligan, Jeffrey Zeig, Jack Rosenberg, et tout un ensemble de personnages qui ont été ceux qui ont étudié le travail d'Erickson, qui l'ont développé et qui l'ont diffusé. Première source de Wolinski, l'hypnose ericksonienne. Deuxième source de Wolinski, et vous allez retrouver ici des points de vue que nous avons déjà développés. La psychosynthèse, avec le travail de Roberto Assagioli. La gestalt, avec le travail de Fritz Perls. L'analyse transactionnelle, avec le travail de Eric Berne. Et il avait aussi, dans la préface, dans les remerciements qui ouvrent le livre The Dark Side of Inner Child, il remercie aussi Albert Ellis. Première source, l'hypnose ericksonienne. Deuxième source, tout un ensemble de points de vue, psychosynthèse, gestalt, etc. J'avais noté que quand il remercie Roberto Assagioli, il dit « Roberto Assagioli, père de la psychosynthèse et du concept de sous-personnalité », un concept qui l'a drôlement marqué. Troisième source, l'Advaita Vedanta, comme je vous le disais. Wolinski est parti vivre en Inde. Il a rencontré un maître qui s'appelle Sri Nisargadatta Maharaj, avec qui il étudie pendant 5 ans. Et à noter, ce personnage, Nisargadatta, ce sont ses toutes dernières années de vie. Il meurt en 1981. Wolinski va passer 5 ans dans les 5 dernières années de vie de ce maître de l'Advaita Vedanta. Forte influence de l'Advaita Vedanta, mais on retrouve aussi des connexions avec d'autres voies dites spirituelles ou initiatiques de nature non duelle, notamment des références régulières au soufisme et au bouddhisme mahayana. Enfin, quatrième source de Wolinski, la tradition de l'énéagramme qu'il découvre quand il revient aux États-Unis. Et en effet, dans son ouvrage The Beginner's Guide to Quantum Psychology, en 2000, on retrouve dans sa bibliographie toute la tradition occidentale de ce qu'on appelle parfois l'énéagramme. Vous pouvez creuser un peu, notamment on va retrouver le travail de Ouspensky, qui lui-même s'appuie sur le travail de Gurdjieff, le travail de Iskazo, de Naranjo, de Helen Palmer, de Don Richard Rizzo, qui sont tout un ensemble de personnes qui ont écrit, qui ont extensivement étudié l'énéagramme. On a donc un panel de 4 sources de Wolinski, et on pourrait les réduire de cette manière-là.
Une de ces influences, c'est l'hypnose ericksonienne, et vous le savez que ce n'est pas une théorie, l'hypnose ericksonienne, c'est un ensemble de techniques. Deuxième influence, des apports psychodynamiques. Troisième influence, un apport qu'on pourrait dire psychodynamique et plus ou moins spirituel, avec des guillemets, où là on va avoir le concept de false score qui va apparaître, et l'apport de l'énéagramme, on va avoir le concept de false self qui va apparaître. Bien sûr, false score, false self, on a pris le temps de les détailler un petit peu la semaine dernière pour introduire le propos, et ce soir nous allons longuement les réexpliquer. Voilà pour quelques propos pour Wolinski. Et là on rentre dans la partie dure de ce qu'on va regarder ce soir. Dur au sens noyau dur. Hein. Donc pour faire un bref aperçu de la psychodynamique de Stefan Wolinski, il y a plusieurs choses à l'intérieur de nous. Il y a plusieurs, on pourrait dire, instances psychologiques à l'intérieur de nous. On pourrait dire qu'il y a plusieurs forces, qu'il y a plusieurs agrégats, qu'il y a plusieurs composantes. En tout cas, nous sommes quelque chose qui contient différentes bases, entre guillemets. Et chez Stefan Wolinski, il y en a plusieurs. On voit dans l'évolution de son travail que cette pensée, elle évolue dans le temps, avec les influences qu'on vous a données juste avant. Et ce qu'on a choisi de garder pour ce soir, ce sont trois notions clés. La notion du corps, eh bien, corps, c'est le corps physique, matériel. C'est notre matière, c'est notre corps. La notion d'ego, et la notion d'ego, ce sont des mécanismes liés à l'identification à un je, à un moi. Et cet ego, il va contenir le false corps et le false self. Le corps, l'ego, et la troisième notion chez Wolinski, c'est la notion d'essence, et on pourrait dire, pour vraiment résumer le propos, que c'est un ensemble de qualités, et que ce sont des qualités qui sont naturelles. Selon les différents ouvrages, aux différents stades de sa pensée, il présente aussi d'autres instances qui nous semblent assez aspirées de l'Advaita Vedanta, mais pour ce qu'on présente ce soir, on a choisi de rester sur ces trois points-là qui montrent une psychodynamique utilisable en accompagnement. Alors on va les prendre point par point pour regarder ce que c'est. Le corps, on est à peu près tous d'accord, agrégat de matière, c'est notre corps physique, ça c'est fait. L'essence... C'est moi? Ouais, vas-y. L'essence, ok. L'essence est définie par Wolinski avec tout un ensemble de phrases qui servent à donner un petit peu un aperçu de ce dont il s'agit. Et il a été un peu délicat pour nous de nous dire que, eh bien, Wolinski, il s'est quand même inspiré d'une part de la psychologie occidentale, mais il s'est inspiré aussi du sanskrit. Il a ramené certains concepts sanskrits en anglais, des fois dans des façons de traduire qui nous semblent un peu hasardeuses. Et nous avions la responsabilité de ramener ça en français, car le travail de Wolinski n'est pas traduit. Nous avons donc choisi de repartir de ses sources à lui, du sanskrit, pour essayer de comprendre de quoi il nous parle quand il nous parle d'essence. C'est clair, comme ça. Ouais. Alors, ce que l'on voit dans le travail de Wolinski à propos de l'essence, c'est qu'il existe une forme d'attention, une attention qui n'attribue pas de caractéristiques aux objets qui sont perçus par l'attention. Par exemple, je pourrais dire, ceci est une tasse et cette tasse est blanche. Eh bien, j'ai attribué des caractéristiques à un objet perçu. Perçu par quoi? Par mon attention. Vous êtes d'accord? Ici, nous parlons d'une attention qui ne fait pas ce que je viens de faire. Elle est ouverte aux objets qui sont aux objets de l'attention, mais elle n'attribue pas de caractéristiques. C'est là qu'on pourrait se dire, et alors? Eh bien justement, nous allons voir. Elle n'attribue pas de caractéristiques aux objets, et en ce sens-là, elle est non duelle, car elle ne va pas définir un objet par rapport à ce que serait son opposé. Par exemple, cette tasse est blanche, et je le sais, car elle n'est pas non blanche. Je peux dire qu'elle est blanche en attribuant une caractéristique que je sais opposer à tout ce qui n'est pas blanc. Ça vous paraît clair? Ou pas? Ouais? Ok. Une attention qui n'attribue pas de caractéristiques en opposant les choses les unes aux autres, en disant « je peux attribuer des caractéristiques à cela parce que je sais aussi ce que ça n'est pas ».
Et puisque ça n'est pas le reste, je sais que c'est ceci, je conceptualise cet objet en le différenciant d'autres objets, en lui attribuant des caractéristiques. Et le mode d'attention dont nous parle Wolinski à propos de l'essence, c'est un mode d'attention qui n'attribue pas de caractéristiques. On pourrait dire, et là on retrouve des termes, on pourrait dire qu'il est ouvert. On pourrait dire, Wolinski parle de spaciousness par exemple, c'est vaste, c'est ouvert. Alors, ce mode d'attention, il est libre de l'expérience d'un sujet qui perçoit un objet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet qui perçoit un objet, hein. On n'est pas en train d'invalider le fait qu'il y a un sujet qui perçoit un objet. Mais ce mode d'attention, il n'est pas pris par cela. Et ce que Wolinski appelle notre essence, c'est une partie de cette expérience particulière d'une attention libre d'attribuer des caractéristiques. Alors là, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est une expérience que nous pouvons faire parfois. Absorption méditative, il n'y a pas besoin d'être un grand méditant dans une posture de je ne sais pas quoi. Regarder un coucher de soleil et juste... Waouh! Bon, le waouh, il est encore dépendant d'un non-waouh. Il y a quand même une émotion là-dedans, mais il y a quelque chose qui arrête de se dire c'est ceci, c'est cela, je le définis, etc. Et il y a moi qui perçois ceci. Juste une expérience d'ouverture. On peut retrouver ça en faisant de la peinture, on peut retrouver ça en faisant de la danse, on peut retrouver ça dans une expérience d'hypnose, on peut retrouver ça dans différents types de transes. C'est une expérience finalement relativement commune en fait, cette idée d'attention et cette essence qui est une partie de ce mode d'attention. Une autre façon de définir l'essence, et vous allez voir, on parle de la même chose mais d'un autre prisme, c'est que cette essence, elle contient des qualités qui nous sont essentielles, des qualités qui sont naturelles telles que, alors là je cite Wolinski, telles que l'amour sans objet, l'observation sans objet, la paix, la compassion, la liberté, l'unité, l'ouverture, la sensation d'expansion, mais on pourrait rajouter la félicité, la béatitude, la tranquillité, le pardon automatisé, puisque de toute façon il n'y a même pas d'objet auquel en vouloir, ni même d'objet auquel pardonner, etc., etc. Et là on voit comment tout un ensemble de qualités se déploie, parce qu'il n'y a pas d'objet auquel les déployer. Ce sont des qualités qui sont présentes, qui sont naturelles, on pourrait presque dire, avec des guillemets, qui sont inhérentes. Elles ne sont pas en dépendance d'un objet. De quoi Wolinski nous parle avec cette essence qui complète le corps et qui complète l'ego? Il nous parle d'un mode d'attention, il nous parle d'un ensemble de qualités. Clair? Il y a un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est que on peut aussi le vivre par exemple dans des moments où on est à plusieurs personnes, on a interaction sur un sujet particulier, ça peut être par exemple un brainstorming ou autre chose, et où, en fait, chacune des personnes ne va pas va se sentir avec les autres parce qu'il n'y a pas d'étiquettes qui sont données en fait, sur une autre personne, qui fait que dès qu'on pose une étiquette sur une personne, elle a tort, elle a raison, une étiquette ou un jugement, en fait, du coup, ça marque une sorte de séparation. Donc on se retrouve dans une situation, dès qu'il y a un jugement ou une étiquette, une situation où on est face à l'autre, parce qu'en fait, on se distingue de l'autre avec une caractéristique, avec une étiquette. Alors que quand on est dans cette attention qui est libre et qui n'attribue pas, et en fait on est vraiment ensemble sur un sujet particulier et il y a une interaction fluide et naturelle qui se fait, du coup on ne marque pas cette frontière. Donc il y a vraiment d'un côté l'essence, c'est la notion où on est avec les gens, on est dans une notion de nous, alors que dans l'ego, en fait on est dans quelque chose, donc qu'est-ce qui me distingue de l'autre, et donc on est dans cette histoire de ça c'est moi, ça c'est pas moi. Qu'est-ce qui me différencie de l'autre? En quoi l'autre est différencié de moi? Et on retrouve ici cette fameuse dualité objet-sujet, sujet-objet, qui n'est pas présente dans ce mode d'essence. Or, chers amis, au commencement, il y a l'essence et il y a le corps. Et puis après, je te rends la parole sur ça. Du coup, après, en fait, dans ce qu'expose Wolinski à travers ses travaux, dont on a vu là dans Beginner's Guide, qui est un résumé de sa trilogie The Way of Human, donc il explique qu'il y a un moment donné, dans la petite enfance, il y a ce choc de la séparation qui intervient. Donc le choc de la séparation, il illustre par le fait que tout d'un coup, le nourrisson, il estime en hypothèse entre 5 et 12 mois, il y a cette sensation, cette perception de se sentir séparé d'avec la mère.
Et donc du coup, à ce moment-là, il y a cette notion de je suis distinct de ma mère de la mère qui apparaît. Il y a cette notion de dualité entre le sujet et l'objet qui se met en place. Et donc du coup, à ce moment-là, c'est la première fois où en fait il vit cette expérience. C'est un choc. Il explique que c'est un choc pour le système nerveux, à la fois un choc biologique dans le sens où en fait tout d'un coup on se rend compte, si on se met à la place du petit nourrisson, le fait de me nourrir et tout ça, en fait, j'avais l'impression que c'était moi qui gérais la situation. Quand j'avais faim, la nourriture arrivait. Et là, je me rends compte tout d'un coup, non, ça ne se passe pas complètement comme ça. J'interagis avec quelque chose, mais ce n'est pas moi qui est complètement maître de ce qui se passe. Et psychologique, parce que du coup aussi, même si à ce moment-là, il n'y a pas encore de langage linguistique, enfin une linguistique qui est vraiment installée, bon, il y a quelque chose il dit qu'il y a quelque chose quand même qui se passe déjà au niveau du système nerveux dans l'aspect psychologique. Donc ce choc pour le système nerveux, en fait, il explique que ça crée un traumatisme qu'il appelle le traumatisme de la séparation, qu'il nomme aussi, pour faire un pendant avec la psychologie moderne, comme une blessure narcissique. Et tout ça le met dans un état en fait, de confusion générale par rapport à ce qu'il est en train de vivre, en réalisant que les autres agissent indépendamment en fait, de lui et que ces autres en fait, vont même chercher à certains moments donnés à le réguler lui. Parce que les contraintes de la société, de l'organisation de la journée vont faire que, voilà, par exemple, les parents vont avoir envie de dormir à un moment donné dans la nuit, donc ils vont essayer de le coucher à une certaine heure. Enfin, voilà. Donc du coup, il prend conscience de cette interaction à ce moment-là. Donc il dénomme aussi avec un autre mot en disant c'est vraiment une situation il vit comme un chaos en fait dans sa vie à ce moment-là. Il y a quelque chose qui une confusion générale, un chaos qui fait qu'il est vraiment dans une situation qui était inconnue jusqu'à maintenant en fait. Et ce qui se passe, c'est que pour dissiper cet état, en fait, il explique, il dit le système nerveux va tenter d'organiser ce chaos pour revenir dans une situation qui lui paraît plus confortable en fait. Et là, il va attribuer une fausse cause. Alors, évidemment, à ce moment-là, cette fausse cause-là, on va en voir, il y a un verbe, un langage qui est posé dessus, mais à ce moment-là, en fait, c'est vécu, c'est pas encore verbalisé, mais il y a quelque chose qui signifie ça, en fait, plus tard, en termes de langage. Et en gros, cette fausse cause, c'est la fausse cause qui donne au processus, qui est un processus naturel que tout le monde vit dans la petite enfance, de séparation naturelle et biologique d'avec du coup la mère, et qui instaure le début de la relation sujet-objet, en fait. Donc la fausse cause qui donne à ce processus naturel-là peut être résumée un petit peu, on va dire, dans l'esprit, à ce moment-là, c'est si je suis séparé, ça veut dire que, c'est parce que, et là, c'est la notion de false core que Wolinski introduit, qui est par rapport à son parcours, en fait, il s'est intéressé à l'énéagramme parce que l'énéagramme était pour lui il s'est dit, mais il y a quelque chose qui existe avec plein de patterns. Du coup, je vais m'y intéresser, et en fait, en s'y intéressant, ce qu'il a apporté à l'énéagramme, c'est justement la notion de false core, qui, en gros, est la graine qui a fait qui drive et qui a fait germer, en fait, tout ce qui était expliqué dans les patterns de l'énéagramme derrière. On a tout un ensemble de mécanismes qui font que, d'après Wolinski en tout cas, au point de départ, au commencement, et je vous laisse choisir lequel, il y a l'essence, il y a le corps, il y a le choc de la séparation comme nous venons de l'expliquer, et cela fait que la notion d'un moi va apparaître et il y a simultanément il y a séparation de quoi, et ça fait apparaître la notion d'un sujet et d'un objet. Et à ce moment-là, va apparaître le false core et va apparaître le faux self. Alors, comme vous disait Antoine, ça va... Sur le coup, c'est quelque chose au niveau des sensations. Parce qu'un nourrisson, il ne conceptualise pas avec le langage. Mais si on le traduit en phrase, voilà, d'après Wolinski, à la suite de la tradition de l'énéagramme, les 9 types de false core qui peuvent apparaître. Ouais. Je laisse les... Ouais. Donc là, on les a mis en anglais et en français parce que... la traduction n'est pas forcément toujours évidente et facile à faire. Je vais vous les lire en français. Donc, il y en a 9. En fait, c'est les 9 qu'il a déterminés en étudiant les 9 patterns qui sont décrits dans le modèle de l'énéagramme.
Donc le premier, par rapport au premier type de l'énéagramme, la false score qui définit, c'est il y a quelque chose qui cloche chez moi. Pour le deuxième, on peut le résumer en je ne vaux rien. Pour le troisième, c'est je suis incapable de faire, j'ai une incapacité à faire. Pour le quatrième, c'est je suis inadapté, j'ai quelque chose je suis inadapté, inadéquate. Le cinquième, c'est je n'existe pas, je ne suis rien. Pour le sixième type, en fait, c'est je suis seul. Pour le septième, je suis incomplet. Pour le huitième, je suis impuissant, mais pas impuissant, c'est impuissant en notion de force et de faiblesse, en fait. Il y a vraiment dans la notion de faiblesse, on n'est pas vraiment... Parce que powerless, on pourrait le voir en sans pouvoir. C'est plus dans la notion de faiblesse. Et la neuvième, je suis sans amour, il n'y a pas d'amour. Ça, c'est les 9. Ouais. 9 raisons, des fausses raisons qui vont être prises comme la cause du fait que quelque chose se sent séparé. Ça peut paraître un peu étonnant de prime abord, hein, mais quand on étudie le sujet, petit à petit, on se rend compte que c'est d'une part pertinent et d'autre part qu'on peut tout simplement l'observer. Ça va toujours jusqu'ici ? Ok. Maintenant, un peu de recul sur ces choses-là. D'une part, au niveau de la verbalisation, toute personne va formuler son false score avec son propre langage. Et attention, on peut parfois vite sauter sur le langage de quelqu'un et faire « Ah, puisque tu formules comme ça, c'est donc que tu as le false score, ceci ». Alors, si vous voulez jouer avec ce genre de grilles de lecture, qui ne sont que des grilles de lecture, faites attention aux formulations d'autrui. Qu'est-ce qu'autrui est en train de formuler pour ne pas projeter vos grilles de lecture sur autrui, d'une part. D'autre part, ici, on aimerait bien, à partir du travail de Wolinski sur ces fameuses 9 false scores, transmettre une approche non dogmatique. Pour Wolinski, il y a 9 grandes familles de comportements, de croyances racines, de programmes racines sous-jacents à l'identité. Pour Wolinski, il y en a 9 familles, mais par exemple, déjà au niveau des formulations, actuellement, ces dernières années, il dit qu'il a recensé 81 formulations qui correspondent à ces 9 grands types, 9 formulations par type. D'autre part, pour nous, le plus important, c'est le mécanisme général. Nous, on n'a pas spécialement envie de mettre des gens dans des cases et de dire il n'y a que 9 cases. On n'a pas envie d'en faire une typification psychologique. Personnellement, pour avoir étudié ce truc-là pendant quelques temps, depuis la rencontre avec Antoine, je trouve que ça se vérifie pas mal. Mais il y a peut-être un biais de vérification déjà. Et puis d'autre part, rien ne nous prouve qu'il n'existe pas d'autres catégories. Vous savez, c'est ce vieux truc scientifique pour affirmer quelque chose. Est-ce que l'inverse a été prouvé ? Pour l'instant, rien ne prouve qu'il n'y a pas les autres catégories. D'où, pour nous, un focus, et c'est ce qu'on va faire maintenant, un focus sur la psychodynamique de Wolinski. La psychodynamique qui montre comment ça peut fonctionner cette histoire de false score. 9 raisons qu'on va identifier comme étant des causes qui justifient pourquoi je me sens séparé. La psychodynamique qui contient ces 9 false scores et qui va contenir ces 9 false self que nous vous présenterons dans quelques instants. Alors, donc du coup, la false score, en fait, on peut le voir comme le cœur du programme qui s'installe, entre guillemets, dans notre système nerveux, avec cette croyance, c'est comme une croyance centrale, fondamentale, en fait, qui se met en place au début, en fait, au démarrage, entre guillemets, un peu du programme. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être « je suis séparé parce que » false score, donc une des 9 qu'on a identifiées, qui peut être formulée pour chacun d'une manière spécifique, après, au moment où la personne est en capacité de le verbaliser. Et par-dessus ce cœur du programme, en fait, il y a une instance qui se rajoute pour compenser. C'est le programme automatique qui va définir notre rapport, nos types de rapports au monde et aux objets. Puisqu'on, comme on a vu tout à l'heure, du coup, à partir du moment où on est dans cette partie, c'est-à-dire dans le false score, false self, qui définit ce que je suis par rapport aux autres, par rapport à des objets, du coup, il y a vraiment, c'est un programme qui établit la relation. C'est comme un filtre qui se place dans la relation entre le sujet et la façon dont il perçoit les objets, d'où l'importance sur la notion de l'attention. C'est comme une façon de regarder le monde qui n'est pas spécialement erronée, mais qui n'est qu'une limitation, qui n'est qu'une ornière qui va limiter la façon dont on se met en relation avec le monde, la façon dont le sujet se relie à des objets. Et
il a 2 buts. En fait, le premier but, ça va être d'éviter de revivre cette souffrance de la séparation qui est associée au false score, c'est-à-dire le chaos qu'on voyait tout à l'heure et l'état de confusion générale. Donc il va essayer tous les programmes vont être instaurés pour ne pas revivre ça. Et en même temps, il y a une quête qui se met en place qui est d'essayer de retrouver ce que représente l'unité, la représentation qui s'en est faite, c'est-à-dire avant le choc de la séparation, il y avait un état qui était entre guillemets vu comme top, parce qu'il n'y avait pas cette... voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il n'y avait pas cette histoire, on n'était pas dans une non-dualité, il n'y avait pas ces peurs en fait, qu'il pouvait y avoir, comme on a dit, un choc biologique et physiologique. Par exemple, des peurs de survie, ne serait-ce que juste d'être alimenté, ça n'existait pas avant. Donc en fait, il y a une sorte de... Ça, c'était pas mal comme état, comment je pourrais essayer de le retrouver? Et en fait, pour le retrouver, ce qui se passe, c'est que le false self, il se dit, en fait, il ne faut plus que je sois comme la false score. Donc, je vais essayer de devenir, de prouver que si, par exemple, on a vu tout à l'heure, il y avait une false score, c'est « je suis impuissant », du coup, il faut que je devienne puissant, et en redevenant puissant, c'est la sensation que j'avais avant le choc de la séparation, du coup, je devrais revivre cet état qui devient désirable, qui était agréable. Et on fait une erreur sur une erreur. Il y avait cette forme comme unité, on pourrait dire avec des guillemets. Mais quelque chose est séparé. Et je pense que ça vient du fait que... Tu étais sur « je ne suis pas puissant », c'est ça? Je pense que ça vient du fait que je ne suis pas puissant. Alors, si j'arrive à prouver et à agir de telle manière que ça invalide le fait que je ne suis pas puissant, ça me fera retrouver cette forme d'unité. Et on crée une erreur, le faux self, sur la base d'une erreur ou d'une méprise, d'une logique erronée, le false score. Et donc, du coup, il le définit en disant, donc c'est quelque chose, enfin, de manière compulsionnelle, il va chercher à surmonter, à compenser cette fausse croyance, ce false score, avec plein de stratégies diverses et variées, comme il le cite, en essayant de la masquer, de la transformer, de la guérir, de la nier, d'y résister, de la spiritualiser. Il y a énormément de stratégies qui sont possibles, en fait, pour ne plus l'avoir en fait et essayer de retrouver cet état d'unité à travers cette stratégie. Donc du coup ça donne quelque chose, je dois prouver que je ne suis pas, comme on vient juste de le dire, que je ne suis pas impuissant et agir comme quelqu'un de fort et de puissant. Et tout cet ensemble-là, false score, false self, qui sont une dynamique, qui ne sont pas des entités séparées, qui ne sont pas des instances séparées, mais qui sont une dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui marche en interdépendance. Tout ça, Wolinski, il appelle ça ego. Ça a fait un choc. Tout ça, Wolinski appelle ça ego. Donc, quels sont les 9 false self qui correspondent à ces 9 false scores du point de vue de Wolinski? Donc du coup, si on reprend les 9 types de l'énéagramme, pour celui qui est dans « il y a quelque chose en moi, il y a quelque chose qui cloche chez moi », ça va être il faut que je prouve qu'il n'y a rien qui cloche chez moi et donc agir comme si j'étais quelqu'un de parfait. Pour le deuxième, c'est cette false score de « je ne vaux rien », c'est « il faut que je prouve que je ne suis pas sans valeur » et agir comme quelqu'un qui a de la valeur, de l'importance. Pour le troisième, c'est la false score de « je suis incapable de faire, j'ai une incapacité à faire ». Il faut que je prouve que je suis particulièrement performant, que je suis particulièrement doué, et agir comme si j'étais particulièrement performant et particulièrement doué. Je fais un aparté, le prouver aux autres et le prouver à moi-même. Ouais. C'est dans les deux sens, en effet. Pour le quatrième, donc, qui a cette false score de « je suis inadapté », donc je dois prouver que je ne suis pas inadapté et d'agir comme si j'étais particulièrement adapté. Pour le numéro 5, « je n'existe pas, je ne suis rien », je dois prouver que j'existe et que je suis quelque chose et agir comme si j'existais et j'étais quelque chose. Pour le 6e, « je suis seul », je dois prouver que je ne suis pas seul et je dois me relier aux autres. Et donc agir comme si j'étais connecté, relié aux autres. Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à vraiment être en interaction avec pas mal de groupes. Pour la false score, je suis incomplet, donc je dois prouver que je ne suis pas incomplet, et je dois agir comme si j'étais complet, donc en faisant plein de choses, par exemple. La false score, je suis impuissant, je dois prouver que je ne suis pas impuissant, et donc je dois agir comme si j'étais puissant et que j'étais fort. Pour la dernière, je suis sans amour et il n'y a pas d'amour. Je dois prouver que je ne suis pas sans amour et agir comme si j'étais quelqu'un d'aimable et d'aimant. Donc là, on a les 9 grandes familles
9 types de compensation par rapport aux 9 false scores qui étaient en place. Et une des idées, c'est que tout le terrain psychologique, ce que nous avions dit la semaine dernière, du point de vue de Wolinski, tout le terrain psychologique est dominé par cette fausse croyance et par un système de réaction automatique pour compenser cette fausse croyance. Ça fait que les choses vont se renverser. Ce que je vais croire être complètement moi vient du fait qu'il y a une méprise sur le fait que je crois complètement le contraire et que du coup j'essaye vraiment d'être ça. Et ça amnésie en fait la false score. C'est-à-dire que cette false score, le false self fait tellement bien son boulot en fait qu'il est là pour la surmonter et la compenser. Donc en fait, en général, elle n'est pas forcément toujours très visible au premier abord. Elle est souvent inconsciente, cette false score. Par contre, la partie false self, elle est beaucoup plus consciente. Et en général, on en tire des fiertés. Oui. C'est-à-dire que si je suis fort, vu que c'est quelque chose qui compense, en fait, je vais en tirer vraiment une fierté. Donc en fait, ça peut être aussi une manière pour soi-même, de valider ou pas celle qui nous influence le plus, parce qu'il y a vraiment des fiertés qui se mettent en place par rapport à ça. C'est assez facile de trouver son false self. C'est plus difficile de voir en quoi ça poserait un problème d'être comme cela. Il n'y a pas de tort, il n'y a pas de mal. On ne fait que décrypter une mécanique. Mais une mécanique qui pose un problème, c'est que cette façon d'être est basée sur son opposé, posé comme croyance racine de toute l'identité. Il est donc facile de trouver son false self. Il est plus difficile de réellement prendre en compte, de vraiment prendre conscience que, eh bien, en dessous, il y a ce false score. Mais quand on le trouve, c'est très libérateur dans le quotidien ultérieurement. Bon, sur le coup, c'est pas très marrant. Tellement pas marrant que Antoine m'avait dit non, on leur fait pas la liste parce que ça va les plomber, quoi. Mais voilà, j'ai un peu insisté et finalement on l'a fait. Ouais. Vas-y. Alors ensuite, du coup, qu'est-ce que ça, quelle est l'influence en fait de cette dynamique de false score, false self? En fait, au niveau de notre attention, à partir du moment où en fait on veut prouver quelque chose, il y a une sorte de dans le false self, il y a un automatisme, il y a une routine en fait qui se met en place, justement pour je dois prouver que je ne suis, même si elle est souvent inconsciente, je dois prouver que je ne suis pas, par exemple, impuissant et agir comme quelqu'un de puissant, comme quelqu'un de fort. Du coup, il y a ça qui tourne en permanence et à chaque fois, tous les événements de vie que je vis balayent et en fait, je regarde si la situation me permet d'être vraiment dans ce que je dois prouver et dans la manière dont je dois agir. Si il n'y a rien qui est détecté dans ce que je suis en train de vivre, du coup, la routine, elle continue sa petite prospection, analyse de tout ce qui se passe. Mécanisme de surveillance. Son mécanisme de surveillance. Par contre, si à un moment donné, je vis une expérience où là, il y a un truc qui est en train d'invalider là, je me retrouve dans une situation où je ne suis peut-être pas aussi fort que ce qu'il faudrait. En fait, là, il y a un mécanisme de réaction entre guillemets, à ce qui est pris pour du danger qui se met en place, que Wolinski cite en général. Ça va être une des 3 réactions suivantes, c'est soit je combat, je rentre en position de combat dans la situation, en position de fuite, ou dans une position qui me fige, qui m'immobilise en fait. À partir de cette réaction qui est mise en place, en gros, il va se passer quelque chose. Est-ce que la réponse en fait, que j'apporte en fait, à la situation, elle va être efficace ou pas. Donc si elle est efficace, du coup, la routine, on continue sa vie et la routine continue de chercher dès qu'il y a un moment qui va invalider ce que j'essaye de prouver dans mon fonctionnement. Par contre, si elle n'est pas efficace, à ce moment-là, on se retrouve à nouveau dans un épisode traumatique. C'est un épisode qui va là nous mettre vraiment en contact. Alors là aussi, des fois, c'est pas conscientiser le fait d'être en contact direct avec sa false score, mais par contre, ce qui est conscientisé, c'est qu'on est dans un moment qui nous est hyper désagréable et qui nous est pour nous inconfortable, traumatique, et qu'on a du mal. On est dans un état on se retrouve dans un nouvel état de confusion générale. On ne sait plus comment réagir dans la situation et c'est vraiment très inconfortable intérieurement. Donc, le fait de revivre cet épisode-là, en fait, ça reconfirme la false score dans le système et en même temps, ça va le renforcer, l'ensemble, le false score et le false self, parce que du coup, il va falloir mettre en place une nouvelle routine, parce que la routine du départ, elle fait une partie du boulot, mais pas assez. Donc, en fait, je vais rajouter une routine par-dessus dans l'ensemble du système.
Prenons un exemple concret, on va le faire rapidement. Imaginons par exemple, il y a quelque chose qui cloche avec moi. Si je me sens séparé, si je suis séparé, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, quelque chose d'erroné chez moi. Alors, eh bien, pour prouver que c'est pas le cas, je vais agir comme si j'étais parfait. Je vais essayer de prouver aux autres et de prouver à moi-même que je suis parfait. Prenons l'exemple, voilà, prenons cet exemple-là. Est-ce qu'il y a un fait réel ou imaginaire ou imaginé qui infirme le fait que je suis parfait? S'il n'y en a pas, je vais continuer quand même à faire gaffe qu'il n'y en ait pas. Sait-on jamais, et je vais rester dans ce mécanisme de surveillance. Mais si quelque chose de réel ou d'imaginaire infirme le fait que je suis parfait, alors mécanisme de danger, stress on pourrait dire. Je vais me mettre dans un mécanisme de réaction au stress, soit j'essaye de combattre ça. Comment ça, je ne suis pas parfait? Je vais essayer de fuir la situation. Oh là là, je suis vraiment trop mal à l'aise ici. Ou alors, je ne sais pas quoi faire. Je vais m'immobiliser, les mécanismes de réaction au stress. Est-ce que cette réponse que j'ai donnée, combattre la situation, en découdre, on pourrait dire, foutre le camp le plus loin possible de cette situation ou ne pas savoir comment réagir, est-ce qu'une de ces trois positions a été efficace? Si oui, alors je vais continuer à surveiller et il ne faudrait pas qu'on se fasse avoir une deuxième fois parce que là, ça a fait un peu peur. Mais si ma réponse de combat, de fuite ou d'immobilisation n'a pas été efficace, alors cela prouve qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, que je ne suis pas imparfait, qu'il y a bien quelque chose d'erroné chez moi, qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. Et j'ai renforcé la croyance racine. Et vous voyez, de ce point de vue-là, on est foutu. En fait, c'est du coup, voilà. Il n'y a pas de solution dans ce mode de fonctionnement. On reste dans ce truc qui utilise de l'attention, un mécanisme de surveillance qui balaye, qui va monopoliser, on pourrait presque dire de l'énergie du point de vue mécanique, ça va monopoliser de l'attention pour entretenir le système. Et du coup, un système fermé, puisqu'en fait, il est basé sur du coup, une croyance de base, et en fait, tout est analysé au regard de cette croyance. Donc en fait, on tourne, on alimente un système qui est basé sur quelque chose, et donc du coup, ça enferme, si on reste uniquement dans... si on n'élargit pas en fait, son attention à autre chose. Alors on avance petit à petit dans l'observation générale de Wolinski. Ça va jusqu'ici? Ok. Petit détour par le behaviorisme.